Et si 26% de l'économie mondiale disparaissait du jour au lendemain? Vous pourriez vous attendre à des émeutes, au chaos, et peut-être à une nouvelle grande dépression, non? Eh bien, peut-être pas. En fait, sans cela, la grande dépression elle-même ne serait peut-être jamais arrivée. Bienvenue dans un univers parallèle, un monde sans les États-Unis. Et si vous aimez ces vidéos, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Ma famille dit que je ne peux plus acheter d'Atlas tant que cette chaîne ne s'est pas autofinancée. Le 4 juillet 1776, l'Amérique s'est séparée de la Grande-Bretagne, ce qui a indirectement inspiré 2 films sur la fête de l'indépendance. Mais dans la réalité, 1776 ressemblait moins à un blockbuster hollywoodien qu'à une série de défaites, avec la révolution au bord de l'effondrement. L'Empire britannique, devenu rancunier, a riposté moins de 2 mois plus tard. Ils ont pris New York, et ont presque complètement dissous l'armée de Washington par la défaite et la désertion, à mesure que l'année touchait à sa fin. Imaginons qu'un grave incident survienne la nuit de Noël, alors que Washington tente un coup de poker sur le Delaware glacé. Peut-être qu'un éclaireur essoie était réellement resté sobre à Noël, ou peut-être qu'il y avait une balance dans les rangs. Dans tous les cas, Washington est écrasé, mourant en martyr pour la liberté, ou en terroriste, selon les auteurs des livres d'histoire. La Grande-Bretagne l'emporte, et les colonies sont remises au pas. Les punitions n'auraient pas été aussi brutales que vous pourriez le penser. Les signataires de la déclaration auraient été traqués, et d'autres grandes gueules arrêtées. Désolé, Lin-Manuel. Pas de comédie musicale à succès ici, mais le colon moyen. Rien à craindre, la Grande-Bretagne ne visait pas la destruction totale. Ils voulaient des contribuables, pas des morts. Mais leurs enfants et petits-enfants se retrouveraient dans un pays qui pourrait être très différent. L'expansion jusqu'au Mississippi se déroulerait sans doute de façon similaire. La Grande-Bretagne contrôlait déjà l'est du Mississippi avant 1763. L'Espagne récupéra la Floride en 1783 lors des négociations. Donc, avec la victoire de la Grande-Bretagne, cet accord n'est plus d'actualité. La Grande-Bretagne a fortement limité la colonisation dans les territoires acquis en 1763. C'était l'une des principales causes de la guerre. Mais à quoi sert d'avoir tant de terres inutilisées? Une victoire britannique n'aurait pas sauvé les Amérindiens à l'est du Mississippi, mais aurait changé l'esclavage. Sans victoire américaine, l'esclavage dans les futurs États-Unis aurait été totalement bouleversé. L'esclavage était pratiqué dans chaque colonie, au moment où l'Amérique s'est déclarée indépendante. Mais les choses étaient en train de changer. En 1772, la Grande-Bretagne a provoqué un véritable séisme juridique. Dans l'affaire Somerset contre J. Stuart, Lord Mansfield a statué que l'esclavage était brutal, un fait sur lequel nous pouvons tous nous accorder. C'était tellement abominable que cela ne pouvait exister en Angleterre, à moins que le Parlement ne l'autorise explicitement. Puisque ce n'était pas le cas, James Somerset a été libéré et ne pouvait pas être vendu à nouveau comme esclave. Le mouvement anti-esclavagiste britannique a vite gagné en ampleur, et les parlementaires ont vraiment écouté. D'abord, il y a eu la loi sur la traite des esclaves de 1807 qui a coupé le pipeline atlantique. Ensuite, l'Empire a complètement aboli l'esclavage. Les États-Unis ont également prévu une interdiction similaire, de la traite en 1807. Mais l'Amérique a eu besoin d'une véritable guerre civile pour mettre fin à l'esclavage. En 1833, la loi sur l'abolition de l'esclavage abolit l'esclavage dans l'Empire. Le hic: les propriétaires d'esclaves ont reçu un parachute doré, 20 millions de livres, soit 40% du budget annuel. Si les États-Unis étaient encore sous la couronne, ce paiement aurait explosé. La Grande-Bretagne aurait dû acheter la liberté de chaque personne réduite en esclavage dans le sud. Les esclaves affranchis n'ont pas touché un sou. Mais au moins, ils n'étaient plus en captivité, non? L'expansion vers l'ouest visait aussi à étendre l'esclavage, pas seulement à acquérir des terres. L'achat de la Louisiane en 1803 permit à Jefferson d'envoyer Lewis et Clark explorer l'ouest, afin de cartographier une route vers le Pacifique et d'évaluer le potentiel économique des terres. Les États-Unis, avides de plantations, ont fait la guerre au Mexique pour conquérir davantage de terres. Vers le milieu du siècle, environ 200 000 esclaves avaient été déportés vers l'ouest. Et le Texas, lui, est resté en dehors de l'Union pendant une décennie. Non pas parce que l'Amérique n'en voulait pas, mais parce que le Nord refusait d'accorder au Sud un nouveau passe-droit sur l'esclavage. À cause de la loi britannique sur l'abolition de l'esclavage de 1833, la guerre de sécession n'a jamais lieu. Sans confédération, pas de proclamation d'émancipation ni de renommée pour le président Lincoln. Ce qui veut dire qu'il aurait peut-être pu simplement profiter du théâtre sans, vous savez, ce troisième acte dramatique.
Il est douteux que la guerre du Mexique aurait jamais eu lieu. Avec l'esclavage déjà aboli, il n'y a aucun intérêt à prendre le Texas ou la Californie. Ils pourraient même être des territoires mexicains aujourd'hui. Les colons ne seraient pas allés vers le sud-ouest sans pouvoir emmener l'esclavage. Le Mexique l'avait déjà interdite. Sans esclaves ni plantations, aucun intérêt. Soudain, les États-Unis semblent plus petits. Ont-ils seulement atteint le Pacifique ? Ils n'auraient peut-être même pas atteint la rive ouest du Mississippi. Et ce n'est pas seulement l'esclavage qui les freine. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Sans l'Amérique, une des figures les plus célèbres de l'histoire n'existerait peut-être pas ainsi. Et croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos yeux. L'unique et seul Napoléon Bonaparte. Il a vendu le territoire de la Louisiane aux États-Unis pour 15 millions de dollars, soit 371 millions en 2023, afin de se procurer rapidement de l'argent liquide. C'était un grand abandon. Le territoire couvrait de la Nouvelle-Orléans à l'Alberta, du Mississippi au Montana. La France était ruinée et se préparait à la guerre contre la Grande-Bretagne. Mais si Washington avait échoué sur le Delaware, rien de tout cela ne serait arrivé. Bien sûr, il y aurait toujours un Napoléon Bonaparte. Il ne va pas être effacé de l'histoire. Il est né en 1769. Mais devient-il empereur de France ? Probablement pas. La Révolution française est née d'une autre révolution, qui, oui, vous l'avez deviné, a commencé avec la Révolution américaine. À cette époque, sans révolution, on ne vivait pas vraiment. La Grande-Bretagne n'a pas été la plus grande perdante de la Révolution américaine. C'était la France. Pour Paris, cela semblait être une bonne idée à l'époque. S'allier avec les tout nouveaux États-Unis n'était pas un acte de bonté. La France voulait se venger. Ruine par la guerre de 7 ans, ils avaient aussi perdu la Louisiane. Pour enfoncer le clou, ils l'ont cédé à l'Espagne. En partie pour dire merci, en partie pour empêcher la Grande-Bretagne de s'emparer d'encore plus du continent. Mais tout ce qu'ils ont obtenu, c'est de la dette. La France ne pouvait pas rembourser facilement car son système fiscal était presque médiéval. Bien que l'économie soit 3 fois supérieure à celle de la Grande-Bretagne, la couronne n'obtenait pas l'argent. Le système britannique était simple. Le Parlement fixait et dépensait les impôts, ce qui séduisait les investisseurs par sa stabilité. Le système français ? Un désastre. Le roi dépensait, les tribunaux locaux devaient donc difficilement réunir l'argent. La collecte des impôts, confiée à quelques privilégiés, est vite devenue un festival de corruption. Les nobles et le clergé esquivaient à la facture, alors les paysans payaient pour tout le monde. Honnêtement, le système français est devenu de plus en plus impopulaire au XVIIIe siècle. L'inflation croissait, la population explosait, et les paysans subissaient plus de pression. La moitié d'entre eux n'avaient pas de terre, ou seulement de minuscules lopins, ce qui les laissait à une mauvaise récolte de la catastrophe. Puis la tempête parfaite est arrivée. La crise économique due à la Révolution américaine a coïncidé avec de mauvaises récoltes. C'était trop. Le peuple français n'a pas seulement fait des émeutes, il a mené sa propre révolution, en s'inspirant du pays même qu'il avait soutenu jusqu'à la faillite. Parlez d'ironie, la monarchie française était déjà condamnée. Elle était dépassée, archaïque et déconnectée. Sans le krach financier, le changement aurait pu venir par la réforme, non par les décapitations à la guillotine. Imaginez la France avec une monarchie constitutionnelle. Pas de prise de la Bastille, pas de révolution, pas de Napoléon. Ces deux faits auraient peut-être empêché l'achat de la Louisiane. L'Espagne a rendu le territoire à la France en 1800. Ils étaient ruinés après les guerres révolutionnaires françaises. Mais si ces guerres n'avaient jamais eu lieu, l'Espagne l'aurait gardée. Ils voulaient la Louisiane comme protection entre les terres britanniques et le Mexique. Sans Napoléon et son projet de retour, la France n'avait quasiment aucun intérêt pour cet endroit. Une autre France aurait pu tenter de l'acheter, ou la Grande-Bretagne poussait l'Espagne à l'abandonner. Mais honnêtement, la terre était tellement vide que Londres aurait pu la laisser passer. Imaginez le Mexique, ou un autre pays possédant toutes ces terres à l'ouest du Mississippi. C'est possible sans les États-Unis. Pour être juste, la Grande-Bretagne est bien allée jusqu'au Pacifique avec le Canada. Personne ne pouvait les arrêter. Cette ambition aurait peut-être provoqué des guerres imprévues au sud. Il est possible qu'il y ait eu une Amérique du Nord britannique, s'étendant de la Floride ensoleillée jusqu'au cercle arctique gelé. Mais il y a un territoire qui, à coup sûr, ne serait jamais allé aux Britanniques. En 1867, la Russie était ravie de vendre. Elle n'y gagnait de toute façon pas d'argent. L'endroit n'était pas rentable, difficile à défendre, et il avait déjà une terre gelée en Sibérie dont il devait s'occuper. Se séparer de l'Alaska ne semblait pas poser problème, du moins c'est ce que pensaient tous.
Mais William Seward y a vu une opportunité. Beaucoup pensaient qu'il avait perdu la tête en achetant l'Alaska. La Russie a vendu l'Alaska après avoir perdu la guerre de Crimée, 1853-1856. Elle ne voulait pas que la Grande-Bretagne se rapproche en Amérique du Nord ou en Extrême-Orient. Les États-Unis ont aussi sauté sur l'occasion. Acheter l'Alaska permettait d'écarter la Grande-Bretagne et d'affirmer la doctrine Monroe, interdit aux Européens, dans l'hémisphère occidental. Rappelez-vous, l'Amérique et la Grande-Bretagne n'étaient mêlées pas encore les meilleurs amis du monde. Elles étaient toujours rivales. Une excellente affaire pour Washington et Moscou. Si Washington n'avait jamais été libéré, cette terre serait restée russe. Hawaï, c'est différent. Pendant que la Grande-Bretagne perdait l'Amérique, le capitaine James Cook disait Aloha à Hawaï en 1778. Un an plus tard, il mourut, tué après avoir tenté de prendre en otage un chef local suite au vol d'un de ses bateaux. Ce n'est pas une image de carte postale, mais Cook avait transformé Hawaï bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Sa découverte avait déjà mis Hawaï sur la carte, et cela signifiait que d'autres visiteurs allaient arriver. Et là où il y a des terres à exploiter, l'Empire britannique n'est jamais bien loin. Bientôt, des conseillers britanniques comme John Young et Isaac Davis aidaient un chef local nommé Kamehameha à conquérir toute la chaîne d'îles. Ce n'était pas juste par bonté. Ils voulaient leur part. Les étrangers arrivaient, cultivaient la canne à sucre et prenaient les bénéfices. Ils ont organisé un coup d'État et remis Hawaï aux États-Unis. Sans eux, pas d'annexion. Les Américains dominèrent peut-être les rangs de ceux qui ont renversé le royaume hawaïen en 1893, mais des sujets britanniques et allemands étaient également impliqués. Donc Hawaï n'aurait pas échappé à l'attention de Londres. Pearl Harbor était en gros l'emplacement idéal pour la plus grande marine du monde. Quand l'Allemagne s'est mêlée aux affaires hawaïennes, ce territoire est devenu encore plus précieux. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, la Grande-Bretagne craignait surtout l'Allemagne. L'Allemagne n'existait même pas il y a peu. C'était un fouillis de petits États, sous la couronne fictive du Saint-Empire romain germanique. Les Lumières sont introduits le nationalisme, auquel même sans la Révolution française, les Allemands n'échappaient pas. Bien sûr, Jefferson aurait peut-être fini pendu dans cette chronologie, mais l'idée pour laquelle il s'est battu n'est pas morte avec lui. Le principe selon lequel les nations créent des gouvernements pour protéger leur liberté était déjà en marche. La Grande-Bretagne avait lancé le mouvement avec la glorieuse Révolution 100 ans plus tôt. L'Allemagne devait forcément finir par s'unifier. Peut-être pas selon la carte de 1871, mais unifiée quand même. Et quand cela s'est produit, l'ancien équilibre des pouvoirs en Europe a volé en éclats. L'unification de l'Allemagne obligea la France à s'armer rapidement, comme avant la Première Guerre mondiale. Puis l'Allemagne aggrava la situation en voulant une marine et des colonies, s'opposant ainsi à la Grande-Bretagne. Si l'unification de l'Allemagne avait été plus lente, elle n'aurait pas montré autant de force. Napoléon a lancé le processus en éliminant le Saint-Empire romain germanique. L'Allemagne est ainsi passée de 300 petits États à 39. La Prusse détient désormais l'avantage pour diriger le mouvement. Sans Napoléon, cela a été plus lent, mais la Grande-Bretagne l'aurait remarqué. La géographie a façonné l'Allemagne. Où la Grande-Bretagne se serait-elle positionnée dans cet univers alternatif ? Difficile à dire. La Grande-Bretagne et la France ne sont pas devenues amies en 1904 juste pour s'amuser. Elles se sont alliées face à l'armement rapide de l'Allemagne. Sans cette menace, leur rivalité aurait peut-être continué. Quand l'Europe est entrée en guerre, des troupes américaines, qui n'auraient jamais existé, auraient été impliquées dans le conflit, peu importe l'état du pays. Les États-Unis, quelle que soit leur forme, et le Canada seraient unis. En 1867, la Grande-Bretagne rassemblait ses colonies, comme un patchwork à l'échelle d'un empire. L'acte de l'Amérique du Nord britannique a uni le Canada, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick en un Dominion. Si la Grande-Bretagne n'avait pas perdu les 13 colonies, elles auraient sans doute été incluses aussi. L'acte n'a pas créé le Canada actuel. Cela viendra plus tard. Il a cependant permis aux dirigeants locaux de gérer les affaires courantes. Mais Londres gardait le vrai pouvoir. Le Parlement annulait les lois, et la Grande-Bretagne contrôlait la politique étrangère. Ainsi, les États-Unis déchus n'auraient pas été neutres bien longtemps. Si la Première Guerre mondiale avait tout de même éclaté comme prévu, les troupes des anciennes colonies rebelles auraient défilé sous l'Union Jack. Les Pennsylvaniens et Caroliniens pourraient figurer sur les monuments de Gallipoli à côté des morts de Terre-Neuve. Si cette guerre était comme la nôtre, les New-Yorkais tousseraient dans les gaz au chlore à Ypres. Mais la guerre n'aurait peut-être pas duré aussi longtemps. Le renfort des États-Unis a fait pencher la balance en 1918. Si la main-d'œuvre nord-américaine était arrivée plus tôt en Europe,
la série de victoires allemandes aurait été bien plus courte. Et une seconde guerre mondiale aurait-elle seulement eu lieu? Nous ne pouvons dire qu'une seule chose avec certitude. L'Empire britannique ne se serait pas autant affaibli après le conflit. Pas de débarquement en Normandie, pour commencer. La conférence du Caire en 1943 a failli dégénérer. George Marshall criait sur Churchill, et lui et Alan Brooke ont failli se battre. La dispute ne portait pas sur le débarquement, mais sur Rhodes. La Grande-Bretagne voulait l'île et était prête à retarder la libération de la France pour poursuivre ses ambitions méditerranéennes. Qui refuserait des transats et des cocktails? Mais dans les années 1940, tout avait radicalement changé. L'Amérique fabriquait des avions 2 fois plus vite que tout l'Empire britannique. Et la plus grande insulte? La marine britannique, sa fierté et sa joie, ne régnaient plus sur les mers. Les États-Unis produisaient des navires 7 fois plus vite. Et tout ce que la Grande-Bretagne fabriquait, tout était fait à crédit. Un crédit dû aux États-Unis. Les forces britanniques étaient en mouvement en Europe, mais à huis clos. Les ministres de Churchill disaient tout haut ce que l'on pensait tout bas. L'Empire était ruiné. Les États-Unis n'étaient plus le partenaire subalterne et exigeaient un prix élevé pour aider leur mère patrie à gagner. Les défaites d'après-guerre pour la Grande-Bretagne se sont accumulées les unes après les autres, même alors qu'elle remportait la guerre en cours. La Grande-Bretagne devant aux États-Unis, l'oncle Sam exigea l'accès à ses bases. Cela a jeté les bases de son réseau militaire mondial. Puis vint Bretton Woods, où les rêves de la Grande-Bretagne furent écrasés. Le dollar a remplacé la livre comme principale monnaie de réserve mondiale. L'Organisation des Nations Unies est née sous la direction des États-Unis et de l'Union soviétique, pas de la Grande-Bretagne, sa mission et ses empires. La Grande-Bretagne a tenté de résister jusqu'à la crise de Suez en 1956. Militairement, la Grande-Bretagne, la France et Israël ont battu l'Égypte. Politiquement, Eisenhower les a tous battus en menaçant de faire chuter la livre et de couper les fonds du Fonds monétaire international. Londres et Paris ont cédé. Sans États-Unis, pas d'empire ni d'OTAN, qui n'était qu'un bouclier collectif sur le papier. En fait, c'était un parapluie américain. Sans les dollars, armes nucléaires et troupes américaines, l'OTAN n'était qu'un nom. Sans l'OTAN, la guerre froide manque d'équilibre. Un bloc soviétique domine, où l'Europe reste divisée. Tout l'affrontement Est-Ouest existait parce que Washington en avait décidé ainsi. La Grande-Bretagne ne dirigeait pas, elle obéissait aux ordres. Sans l'Amérique, la Grande-Bretagne aurait dominé les 2 guerres mondiales. Les États-Unis ne font pas l'histoire. Elle ne fait que marcher derrière l'Union Jack. Dans ce monde-là, l'Empire ne s'efface jamais. La superpuissance mondiale d'aujourd'hui serait peut-être encore l'Empire britannique, avec le roi Charles III à sa tête. Les choses seraient une copie conforme du début des années 1900. Le changement social est un peu complexe, et la Grande-Bretagne soutenait déjà les Lumières. L'indépendance de l'Inde était inévitable. La sphère anglo-saxonne serait composée de clones du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, autonomes mais restant soumis à sa majesté sur le papier. L'Europe sans les États-Unis reste imprévisible. En Asie, l'avenir était bien plus certain. Une puissance était destinée à s'élever. La Chine, autrefois le pays le plus riche au XIXe siècle, n'a pas su s'industrialiser sous la dynastie Qing. Les guerres de l'opium et d'autres humiliations ont affaibli la Chine, tout comme la majeure partie de l'Asie, qui a été découpée en colonies vers 1900. Toutes, sauf une. En 1853, le Japon semblait figé dans le temps. Le shogunat Tokugawa gardait le Japon isolé au XVIIe siècle pour préserver son pouvoir. Même l'un des pays les plus isolés restait informé de ce qui se passait ailleurs. Les commerçants néerlandais à Nagasaki étaient les seuls occidentaux admis au Japon, ce qui suffisait à transmettre de mauvaises nouvelles. La Chine subissait de lourdes pertes, ce qui effrayait les dirigeants japonais, décidés à ne pas subir le même sort. La visite du Commodore Perry en 1853 a accéléré les choses. Il était américain. Mais si ce n'était pas lui, ça aurait été un officier de la marine britannique. Le Japon avait de multiples raisons d'être visité. La chasse à la baleine était importante, et le Japon servait de station de ravitaillement idéale pour les navires à vapeur au charbon. Pour la Grande-Bretagne, le Japon n'était qu'une autre pièce sur la carte. Obtenez de l'influence là-bas, et soudainement, le Pacifique Nord s'intégrait directement à la chaîne de ports de l'Empire, de Hong Kong au sud, et tout ce qu'il y a entre les deux. Le Japon, décidé à éviter le sort de la Chine, s'est modernisé très rapidement. En 1868, le shogun fut écarté, la restauration Meiji instaurée et la modernisation s'accéléra. Il a vaincu la Chine,
remporté la guerre russo-japonaise et s'est imposé comme un acteur sérieux sur la scène mondiale. Et ce que la Grande-Bretagne fit ensuite allait rompre avec un siècle de tradition. Depuis la défaite de Napoléon, Londres pratiquait la splendide isolation, ce qui sonne terriblement britannique. C'était une politique proche de la stratégie américaine avant la Première Guerre mondiale. Dominer les mers, éviter les rivaux et éviter les alliances complexes. C'est simplement le conseil de ma mère pour les rencontres, même si pour elle, il n'y a pas de cuirassé. La Grande-Bretagne a cessé d'agir seule en 1902, non avec la France ou l'Allemagne, mais avec le Japon. Tous deux voyèrent la même menace, la Russie s'immisçant en Mandchourie et en Corée. La Grande-Bretagne voulait sécuriser les routes commerciales vers l'Inde et la Chine. Pour le Japon, il fallait empêcher la Russie de s'implanter dans la région. La présence russe en Alaska renforçait la pertinence de l'alliance anglo-japonaise. La Grande-Bretagne et le Japon avaient des raisons de s'inquiéter, ce qui a payé. La victoire du Japon dans la guerre russo-japonaise a stoppé les projets russes en Extrême-Orient avant leur lancement. Comme souvent, les vainqueurs n'ont pu rester amis. La Grande-Bretagne s'est méfiée des ambitions japonaises en Asie. L'alliance a donc pris fin à l'expiration du traité en 1923 étant toujours restée précaire. Cela ne pouvait jamais durer. Il existe un concept en relations internationales appelé le piège de Thucydide. Les anciennes puissances craignent l'émergence de nouvelles, ce qui mène souvent à la guerre. Certains jugent cela simpliste, mais le début du XXe siècle suivait étonnamment ce schéma. Les tensions raciales ont empiré la situation. Le Japon et la Grande-Bretagne sont entrés en guerre. Le même jour où le Japon a attaqué Pearl Harbor, il attaquait également Hong Kong britannique, Singapour et la Malaisie. Le Japon avait ses propres plans pour l'Asie, la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. C'était censé être une Asie pour les Asiatiques. Elle voulait chasser les empires occidentaux et bloquer le communisme tout en laissant le Japon prendre le contrôle. À Versailles, le Japon a été exclu. L'Occident reconnaissait sa puissance, sans le considérer comme égal. Le Japon voulait une clause d'égalité raciale. Woodrow Wilson a modifié les règles, exigeant cette fois une approbation unanime. La clause avait la majorité mais pas l'unanimité, donc elle a été rejetée. Dans ce monde, il n'y a pas les États-Unis ni de Première Guerre mondiale pour la rejeter, mais la pire partie reste la même. Les tensions raciales persistaient. Ce camouflet a poussé le Japon à reprendre et reconditionner le racisme occidental. Dans les années 1940, son ministère de la Santé et du Bien-être publiait des enquêtes sur la politique mondiale centrée sur la race Yamato. En lisant entre les lignes, le Japon dirige tout. La sphère de coprospérité n'était pas une question de partage. Il s'agissait du Japon. L'étiquette amicale cachait une réalité brutale. Tokyo voulait s'approprier les ressources asiatiques. Stratégie renforcée par l'effondrement de l'Allemagne dû au blocus de la Première Guerre mondiale. Ignorer ce conflit. L'histoire change peu. Le Japon manquait de ressources. Et tôt ou tard, il allait chercher à prendre la tête de l'Asie de la manière forte, par la force. Cela l'aurait placé en conflit avec la Grande-Bretagne. Comment une telle guerre aurait-elle fini ? La Grande-Bretagne, éloignée du Pacifique, pousserait peut-être son dominion nord-américain à agir. Mais rien ne garantit qu'elle pourrait égaler la véritable puissance industrielle de l'Amérique. Dans ce cas, le Japon pouvait obtenir ce qu'il voulait en Asie. Mais bon, au moins la Chine ne serait pas tombée dans le communisme, non ? Eh bien, probablement. La Grande-Bretagne et le Japon pourraient entrer en guerre froide, ou tenter de conclure un nouvel accord sur la Russie. Au XIXe siècle, la monarchie russe était au bord du gouffre. Avec ou sans les États-Unis, les tsars n'allaient pas durer beaucoup plus longtemps. L'institution restait inflexible et échouait toujours en temps de crise. Qu'une Union soviétique les remplace ou non, c'est une autre question. Les deux révolutions de 1917 résultaient du chaos de la Première Guerre mondiale. Sans cela, qui sait ? Une chose est certaine cependant, la couronne tomberait, et la Russie poursuivrait toujours son vieux rêve d'un port en eau chaude. Et c'est exactement le genre de rêve que la Grande-Bretagne et le Japon ne voudraient jamais voir se réaliser. Un Japon créé pour freiner la Russie ne produirait pas vos animés favoris. Les empires n'investissent pas dans les mangas, ils investissent dans les cuirassés. Ce n'est que la première des grandes transformations culturelles mondiales. La pop culture actuelle serait bien différente. La Grande-Bretagne a peut-être répandu l'anglais dans le monde entier, mais cela ne signifiait pas que c'était la langue de la vie quotidienne dans la plupart des endroits. Les colons britanniques ont émigré en Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande, emportant leur langue ailleurs.
Surtout en Asie et Afrique, c'était uniquement pour les accords commerciaux. Pour la diplomatie, le français restait la langue internationale de prédilection. L'anglais domine aujourd'hui parce que l'Amérique a écrasé la Seconde Guerre mondiale. Enlevez cela et ajoutez une rivalité entre la Grande-Bretagne et le Japon, et l'anglais serait peut-être resté une simple langue impériale parmi d'autres. Des mots différents donnent une autre musique. L'anglais ne serait peut-être pas devenu langue mondiale, certaines guerres n'auraient pas eu lieu. Beaucoup de choses seraient différentes sans les États-Unis. Je n'ai même pas parlé des scénarios les plus extrêmes. Restez avec nous, les vraies surprises arrivent. En 1956, John Lennon a fondé le groupe de skiffle les Quarrymen. Ajoutez Paul McCartney et George Harrison, et vous avez les Beatles. Le groupe de rock and roll le plus influent à avoir joué sur scène. Sauf que, sans l'Amérique, il ne serait pas du tout un groupe de rock. Le rock and roll est une invention américaine. Le blues, le gospel, la country et le jazz, maîtrisés par Elvis avant les Beatles. Cette musique est née d'expériences américaines uniques. Elle n'aurait pas été la même si les États-Unis n'existaient pas. Les Beatles et Elvis n'auraient jamais existé tels que nous les connaissons. Du moins, pas dans les versions que nous connaissons. Les groupes dans ces pays joueraient toujours en anglais, mais sans l'influence culturelle de l'Amérique, leur musique ne serait jamais devenue mondiale. Les films et les séries télévisées américains sont une autre raison pour laquelle la langue anglaise s'est répandue dans le monde entier. Tout le monde voulait voir le dernier blockbuster ou sitcom, et il fallait comprendre l'anglais. Il y a des sous-titres, mais personne n'aime vraiment les lire, malgré ce que dit Netflix. Mais si Washington avait perdu sur le Delaware, Hollywood n'aurait peut-être jamais existé. Les réalisateurs sont allés dans le sud de la Californie, surtout pour fuir Thomas Edison, mais aussi pour le climat. Il appliquait agressivement ses brevets sur la technologie cinématographique. Et à New York, il te poursuivait pour la moindre infraction. Mais son emprise était beaucoup plus faible en Californie. Ça aurait été différent s'il n'y avait pas eu les États-Unis. La Californie ne serait peut-être pas britannique, et Thomas Edison ne monopoliserait pas tous les brevets. Les films auraient probablement quand même vu le jour, la révolution industrielle les rendait inévitables, mais ils viendraient de quelqu'un d'autre, ailleurs. Peut-être Londres, peut-être l'Allemagne, mais Hollywood, probablement pas. L'industrie cinématographique allemande prospérait au début du XXe siècle. Mais quand les nazis ont pris le pouvoir, ils l'ont transformé en outil de propagande. Ils forçaient également certains des meilleurs cinéastes allemands à partir parce qu'ils étaient juifs. Nombreux ont fui en Amérique, alors que Hollywood profitait du cinéma parlant. Le résultat ? Un afflux de talents qui a contribué à déclencher l'âge d'or d'Hollywood. D'autres ont suivi depuis toute l'Europe, alors que les préjugés nazis empoisonnèrent le continent. L'Amérique du Nord britannique aurait pu attirer ces personnes dans notre univers alternatif, mais la Grande-Bretagne resterait sans doute le principal lieu d'action. Sans la Première Guerre mondiale telle qu'elle a eu lieu, et le rôle majeur des États-Unis, les nazis n'auraient sans doute jamais pris le pouvoir. Les idées racistes étaient omniprésentes à l'époque. L'Allemagne a été poussée vers le fascisme par sa défaite à la guerre et l'effondrement durant la dépression. Sans Hitler et les nazis, certains chefs-d'œuvre du cinéma auraient peut-être été tournés en allemand. L'anglais ne serait qu'une des nombreuses langues du cinéma mondial. Et qu'en est-il de toute cette histoire de Grande Dépression d'ailleurs ? Eh bien, les causes font encore débat aujourd'hui, mais la plupart des économistes y voient une combinaison de plusieurs facteurs. Les années folles rugissaient à crédit. La masse monétaire américaine a augmenté de 67% en moins de 10 ans, favorisant la spéculation et la hausse des actions. Parallèlement, les pays ont rapidement réadopté l'étalon or pour combattre l'inflation. Sauf qu'il n'y avait pas assez de nouvel or pour soutenir des économies en croissance. C'était une maison de cartes fondée sur l'or. Ensuite, les États-Unis ont jeté de l'huile sur le feu avec le tarif Smoot-Hawley, détruisant le commerce mondial. Et comme l'Amérique était le plus grand créancier du monde, tout le monde a ressenti la douleur. L'Europe reconstruisait après la Première Guerre mondiale, tandis que l'Amérique latine dépendait des prêts américains. Et lorsque Wall Street a décidé de se retirer, l'argent a disparu. La croissance fondée sur le crédit américain s'est effondrée du jour au lendemain. Si l'Amérique éternuait, tout le monde attrapait une pneumonie. Certaines choses dans cet univers alternatif auraient pu être les mêmes. Certaines choses auraient pu changer. L'étalon or aurait sans doute posé problème dans une économie mondiale en forte croissance, surtout avec une catastrophe comme la Première Guerre mondiale. Mais il reste incertain qu'une récession comme la Grande Dépression aurait eu lieu. Sans tarif douanier Smoot-Hawley, qui peut savoir ? C'est sans doute une bonne nouvelle.
Mais y aurait-il eu les miracles économiques associés aux États-Unis, comme l'industrie technologique moderne? L'appareil sur lequel vous regardez ceci provient d'un enchevêtrement complexe d'histoire. Les premiers ordinateurs existaient au XXe siècle, mais ils occupaient des pièces entières. Il a fallu la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique pour les miniaturiser. La NASA, par exemple, a accordé à International Business Machines un contrat de 26,6 millions de dollars pour construire un ordinateur de fusée de moins de 27 kg, soit d'environ la taille d'un bagage à main. International Business Machines a réussi, suivi par d'autres. Ainsi, la bannière étoilée s'est retrouvée sur la Lune. Bien sûr, l'industrie aurait fini par rendre les ordinateurs plus petits, mais sans la course à l'espace et ses délais impossibles, cela aurait pris beaucoup plus de temps. Pour Internet, c'est pareil. L'arrivée de Sputnik en 1957 a déclenché des signaux d'alarme à Washington. Le Pentagone voulait un système de communication robuste pouvant résister à une attaque nucléaire. La ARPANET a été lancée en 1969. En 1983, il utilisait TCP, IP, pilier d'Internet. En 1990, le scientifique britannique Tim Berners-Lee a créé le World Wide Web tel que nous le connaissons aujourd'hui. Internet pourrait donc être une invention britannique dans cette chronologie, arrivant plus tard, mais existant tout de même. Mais l'anglais ne serait peut-être même pas la première langue d'Internet sans la domination américaine après la Seconde Guerre mondiale. Les claviers ont été conçus pour l'anglais. La disposition QWERTY utilise l'alphabet latin, et tous les autres ont dû s'adapter. Les autres langues ont utilisé des astuces comme l'autocomplétion, ou des méthodes de saisie pour s'imposer. Et cela va plus loin que les touches. La plupart des logiciels eux-mêmes ont été conçus autour des caractères anglais. Dans cet univers alternatif, les ordinateurs existeraient toujours, mais ils seraient énormes. Votre iPhone ne tiendrait probablement pas dans votre poche, et votre clavier ne serait peut-être même pas en anglais. La seule garantie, sans les États-Unis, le monde actuel n'existerait sans doute pas. Merci de m'avoir rejoint. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur Mapac.